So I guess we should perhaps start this special lecture co-organized with the French Embassy, Institut Français Auvergnat, CSH, and CPR on urban issues. So today we have a special event because we have Olivier Mongin, who is a well-known thinker in France on various issues, and surprisingly various issues, going from laugh and humor to the cities. And he has in particular written two books on the urban issues, which are extremely original and I would say thought-provoking. I mean, one of them is the urban condition, which is a very nice connection with the literature and Malraux, La condition humaine, and the urban condition, the city under globalization, which we wrote in 2006 or something like that. And then more recently, and which will be the object, I guess, of the discussion we'll have today, he wrote the city of flows or the city of flux. Depends, the word flux will be translated in English by flow, but I mean, perhaps the word flux is more appropriate for a city, and it's very, I had a quick look at this book. It seems to be a very thorough discussion of the notion of city, whether the city exists, or what is the frontier of the city, and the movement of the city. So I mean, it seems to be a very fascinating topic. Olivier Mongin has been the chief editor of a very prestigious journal in France, the journal Esprit. Bad translation will be Spirit, but it's a very bad translation. Huh? And so, sorry? Mind? In some sense, but it's, it's a complex translation is always difficult, so that's why we are very also indebted to our translator who will do some translation. Olivier Mongin knows and speaks English well, but I guess, given all of the subtleties and the difficulties of the topic, it would be perhaps easier to have this kind of translation. And so the way we have thought of organizing this is to have a dialogue, a real discussion between Olivier Mongin and Marie-Hélène Zérah, that is, I guess, well known to most of you. We're here in Delhi with an urban specialist. She is a research director at the French Institute for Research and Development, and she is also research fellow here at the CPR, and is extremely knowledgeable on especially the city in an Indian context. So I guess the dialogue will be interesting because we'll have on the one hand a very, I would say, broad and wide and comprehensive view of the city that will be proposed by Olivier Mongin, and then perhaps some connection to the Indian context which will be made by Marie-Hélène. So it will be, I'm sure, fascinating. So I will therefore leave the floor to the two discussion, leaving the floor to Marie-Hélène, who will start the discussion, and to our translator, who will see to it that the translation from French to English is carried out correctly, and possibly also from English to French. I don't know how we're going to proceed, whether you'll... okay, but thank you very much, Marie-Hélène, for having accepted that, and thank you very much, Olivier Mongin, for having accepted also to be with us. It's a real pleasure and honor. Thank you very much for your invitation and what you said now. Et merci beaucoup à Madame la traductrice. Je dirais quelques mots en vous remerciant à nouveau. Avant les deux livres que j'ai fait là, j'avais fait un petit livre avec un architecte très connu en France, Christian de Portes-en-Parc, qui s'appelait « Vers la troisième ville ». Au fond, c'était la troisième ville européenne. Et alors, beaucoup d'amis, sociologues, anthropologues, m'ont écrit d'Amérique latine, d'Inde, de Chine, mais de quoi tu parles? La troisième ville européenne, ça veut dire que l'avenir du monde, c'est Florence, c'est Fiesole, c'est Paris. Ben non, donc c'est que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais effectivement, ça m'a fait comprendre, et je m'arrête là pour cette ouverture, qu'il était temps peut-être de regarder ce qu'on appelle la mondialisation urbaine. Que le devenir de l'urbanisation, effectivement, c'est pas qu'il n'est pas européen, c'est qu'en tout cas, il n'est pas seulement européen et que le modèle n'est peut-être pas européen, et sûrement pas. Voilà.
Vers la troisième ville, oui. So just a few words. I would like to thank you all once again. Before I wrote the two books that had been mentioned, I wrote another short book along with a French architect. And this book was called Towards the Third City. So I had a lot of friends from across the world, from China, from Latin America, who were sociologists, who asked me, what is this book exactly about? Because when we talk about cities, we talk about, in Europe, we talk about Paris and about Florence, etc. So this led me to decide to write about globalization and urbanization, how it is linked with globalization, because it is not just a European phenomenon, and it is something that goes beyond that. It is not a European model anymore. So this is what brought me to writing these books. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dégager des tendances, on pourrait dire, globales, qui concernent ce qu'on appellerait le devenir monde, comme on disait autrefois, quand Hegel était la référence pour réfléchir. Le devenir monde, donc des tendances globales que je vais dégager, qui sont critiquables. Je les partage avec Michel Dussault, avec qui je fais la revue Tous Urbains, que je peux faire circuler et que je laisserai ici. Mais ces tendances globales, bien entendu, il ne s'agit pas de dire qu'elles vont s'appliquer abstraitement partout. Il s'agit au contraire de comprendre comment elles peuvent être recontextualisées, reprises. D'où le moment de la discussion qui m'intéresse le plus, puisque je connais mal l'Inde, c'est ces tendances globales qu'on va voir, qu'on va essayer de dégager, des critères que beaucoup d'entre vous connaissent mieux que moi, en quoi ça affecte l'Inde. Et en quoi l'Inde, aujourd'hui, pas besoin d'insister sur ce pays qui sera le pays le plus important au monde bientôt, démographiquement, et pas uniquement démographiquement, comment l'Inde peut se réapproprier ou pas ces tendances globales. Ou sera-t-elle la victime de ces tendances globales? Ce que je ne veux pas croire. So what interests me really is global trends, and to understand this, the world which is developing, the future of the world. And I wrote a small booklet with Mr. Michel Dussault. It is called All of Us Are Urban. So we want to really understand these trends. How are they applied? They don't just apply themselves in an abstract manner everywhere. So this discussion interests me with you all because I don't really know India very well. I want to understand the impact that these global trends have on India, because India is demographically a very big country, and it could either be a victim of these trends or it could take on some of these trends. So this is what we want to see. En accord avec Marie-Hélène et vous-même et Madame la traductrice, on va avancer en 5 temps, 5 petits cadrages de notions. On pourra essayer de discuter si vous désirez, un peu interactif. Voilà, les 5 temps, je l'ai dit très clairement. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle encore de mondialisation urbaine alors qu'on nous annonce la fin de la mondialisation économique, aujourd'hui en Europe et partout, enfin je reviens là-dessus. La mondialisation serait-elle finie? Je pense l'inverse, justement, c'est tout l'inverse. Deuxièmement, en écho aux 2 livres, de s'arrêter sur les notions, non pas d'urbanité, mais de valeur urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des notions européennes, simplement? Et après, réfléchir sur le processus d'urbanisation avec 6-7 critères que vous connaissez ici très bien. Enfin, je dégagerai des scénarios possibles, des 4e temps, si on n'a pas tout dit déjà. Et puis peut-être qu'on pourrait finir sur ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire la question de l'imaginaire urbain. Car je pense qu'il n'y a pas effectivement de mouvement urbain qui ne soit pas porté par un imaginaire, c'est-à-dire par un récit, par un texte, par de l'image. Bon, ça c'est un débat très complexe. Aujourd'hui, puisqu'effectivement, dans tout ce que je vais essayer de dire maintenant, on a tendance à entremêler 3 choses, en tout cas l'européen, mais on les distingue souvent, le spécialiste les distingue. On parle de l'urbanisme au sens programme. Il y a un programme urbanistique, étatique, politique publique. Au passage, je vais y revenir. Je connais assez bien l'urbanisme africain. Justement, il n'y a pas de programme d'urbanisme en Afrique, quasiment pas. Ici, vous êtes un pays où il y a des politiques publiques. Il y a énormément de pays au monde, Amérique latine, où il n'y a aucun programme d'urbanisme. D'ailleurs, en Amérique latine, beaucoup d'universités n'ont toujours pas d'enseignement d'urbanisme. Le programme, qui renvoie à des questions politiques, mais les questions politiques, ce n'est pas que la gouvernance, comme on le dit toute la journée, c'est aussi les pratiques démocratiques ou non des gens.
ça, c'est le premier point, c'est la politique, on pourrait dire, par le haut et par le bas. Deuxième temps, très important pour moi, plus je viens de la littérature et de la philosophie, c'est l'imaginaire. Il n'y a pas de réponse aux problèmes urbains s'il n'y a pas une écriture, s'il n'y a pas un texte, s'il n'y a pas un patrimoine, on pourra y revenir. Et donc le programme, l'imaginaire, je l'ai déjà évoqué, j'ai la gouvernementalité. Donc programme, gouvernementalité, imaginaire. Mes programmes et gouvernement. Voilà, donc je vais commencer par revenir sur pourquoi on parle de mondialisation urbaine. So, along with Marie-Hélène and the translator, I'm going to cover 5 different themes, or my presentation will have 5 sections. One of them is, why do we still speak about globalization from an urbanization perspective when we have stopped talking about economic globalization today? Also, I will be speaking about urbanity, which is basically urban values. And we're going to think about the process of urbanization, 6 or 7 criteria for this. We'll be looking at some scenarios as well. And we'll be looking also at the urban imaginary, which is basically a narrative or images or a text, that the heritage that goes with an urban movement. So it is rather a complex debate, and there are different areas of it which sometimes we see in juxtaposition with each other. One aspect of it is town planning, or basically planning urban development. So we talk about state policy or town planning, and here we have policies, but there are some towns where there is no planning that happens. There are many universities that don't have a town planning program that they offer. So that is one area, and the imaginary is another area, because we believe that we cannot really respond to urban problems without having this narrative, the heritage, the story that goes with the urban setting. Donc, premier point, pourquoi parler de mondialisation urbaine? Peut-être que pour vous, c'est une évidence. Ce n'est pas du tout une évidence pour beaucoup de gens en Europe ou en Occident. C'est-à-dire que la question de l'urbanisation n'est pas pour beaucoup de gens une question décisive. Premier point, je vais y revenir, mais nous sommes dans un contexte historique très important, qui est porté par M. Trump en partie, où on croit que nous assistons à la fin de ce qu'on a appelé la mondialisation, parce que la mondialisation a été réduite au phénomène économique, ce qui veut dire l'ouverture du marché. On ne va pas sortir de l'économie, il y aura toujours de la production, de la consommation, du désir de croissance, tout ce que vous voulez, c'est le débat. Mais l'idée qu'aujourd'hui, le marché est ouvert, qui a été effectivement le thème principal du néolibéralisme, a tendance à se fermer, Monsieur Trump étant le meilleur exemple, mais on peut donner des exemples un peu partout. On lit un peu partout que la mondialisation est en train de se terminer et que chaque pays est en train de se replier sur un mode un peu identitaire ou non. Voilà, premier point. Il est évident, pour moi en tant qu'intellectuel, qu'il faut se battre contre cette idée que la mondialisation s'est terminée. Et dans un deuxième temps, et j'en aurai terminé sur ce premier cadrage, il est évident qu'il faut essayer de comprendre quels sont les autres supports de la mondialisation, les autres éléments structurants de la mondialisation contemporaine, c'est-à-dire le devenir monde, comme on disait autrefois. So we are asking ourselves now, why are we still speaking about urban globalization? For many of you, it might be quite evident why we are still speaking about it, but in many countries in Europe, it's not quite evident why we need to speak about it. So it is a very important historic context that we are in. We believe that economic globalization has come to an end, and perhaps President Trump is the best example of that, because we had the idea of neoliberalism, where we had open markets, but we are seeing that markets are not, people are not favoring open markets anymore. President Trump is a good example, and people are saying that globalization is coming to an end. Countries are turning within and looking at their own identity. But it is important to understand that globalization is not just economic globalization, it is also about other very important aspects that make it up. Je ferai qu'évoquer les questions qu'on a pu travailler différemment. Il est évident que pour moi, avec effectivement l'urbanisation sur laquelle je reviendrai tout à l'heure en précisant les critères,
la révolution peut-être la plus fondamentale, comme toujours dans l'histoire de l'humanité, c'est une révolution technique. C'est la révolution technologique qui passe par Internet, c'est-à-dire par la fin de la structure pyramidale au profit, comme vous l'avez montré sur votre affiche, d'une mise en réseau généralisée, c'est-à-dire, je vais revenir sur la notion de connectivité, sur l'idée que la connectivité est généralisée. D'un mot, je veux dire qu'aujourd'hui, on vit la révolution numérique comme si c'était du virtuel, que ça ne concernait pas l'espace physique que nous vivons. Il est évident qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le virtuel, la mise en réseau, est quelque chose qui se passe dans la réalité spatiale. Alors très souvent, on se contente de dire que la révolution numérique, la ville intelligente, tout ça, ça concernerait le virtuel, terme qui, je pense, est clair ici, et qu'effectivement, ça ne concernerait pas nécessairement. Il est bien évident qu'aujourd'hui, l'urbanisation, je vais y revenir tout à l'heure, contemporaine, doit prendre en compte effectivement cette révolution qui est anthropologique fondamentale, qui perturbe le rapport au temps et à l'espace, que la révolution numérique, qui peut avoir des facteurs positifs, il est bien évident, qui peut avoir des facteurs d'émancipation, comme des facteurs, comme on voit en Chine, des facteurs négatifs, c'est-à-dire de contrôle politique, contrôle facial, tout ce que vous voulez. Voilà, premier point, je vais revenir sur la notion de connexion tout à l'heure. La question de la connectivité est fondamentale. Hein, c'est l'affiche pour notre réunion, c'est au fond le passage de la pyramide, et le passage de la pyramide, c'est le politique, c'est le haut et le bas, à la mise en réseau. Et la mise en réseau, elle peut partir dans tous les sens, mais j'y reviendrai tout à l'heure. It is, I will come back to the issue of urbanism and the various criteria for it, but one very important aspect of the globalization is the technical revolution that has happened, the technological revolution, internet. It is the end of a pyramidal structure. Today, there is a widespread network, very widespread connectivity, and a digital revolution is often considered to be a very virtual revolution, but it actually does have an impact on physical space, and in our reality it does flow into our physical space as well. We believe that the smart cities, all of this is going to be virtual, but there were a very evident contemporary urbanization has to take into account this digital revolution, because it is above all an anthropological change that is happening as well. It can have positive factors, it can have some negative factors like political control in China, for example. So connectivity is something that is very fundamental. It has done away with the top-down pyramidal structure, and a network can go in all directions, in any direction. Avant de revenir dans un deuxième temps sur l'urbanisation, qui pour moi, justement, est peut-être le phénomène central, Michel Dussault dit la mondialisation, c'est l'urbanisation, le process. On va essayer d'avancer, de voir pourquoi. J'ai donc assisté la technologie. Il y a un autre phénomène, mais toujours lié au flux. On voit que ce qui est le plus important que les lieux, c'est les flux, flow. C'est les flux sont plus forts que les lieux. Il est évident que les flux sont aussi des flux idéologiques. Des flux idéologiques complexes qui peuvent toucher la religion, qui peuvent toucher, etc. Vous avez un intellectuel qui pour nous est un lien de référence, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Arjuna Padurai, qui nous a appris à comprendre la géographie des flux. Je dis ça pour faire comprendre que nous avons beaucoup à apprendre d'ici. Donc là, les flux, c'est aussi effectivement les flux culturels. Et c'est un phénomène tout à fait important, etc. Donc avant d'évoquer l'urbanisation, je voudrais rappeler là qu'on a 3 éléments à prendre toujours en compte qui sont structurels. Pour moi, les flux sont plus forts que les lieux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient migratoires. Vous voyez que les flux, ça peut être de la finance comme ça peut être du mouvement physique. Les flux sont plus forts que les lieux, qui aujourd'hui sont de toute façon travaillés de l'extérieur par les flux, quels qu'ils soient. Et ça ne changera pas. Parce qu'effectivement, la connectivité est là. Deuxième thème, le privé est plus fort que le public. Et là, Internet qui est pour beaucoup, on assiste à une privatisation, pas uniquement d'imaginaire, mais des pratiques, qui modifient totalement la relation politique publique, etc. Et les États ont tendance eux-mêmes à réduire leur périmètre, je dirais, politique classique, au profit de plus en plus de ce qu'est la sécurité et le contrôle.
Je parle plus pour l'Europe, que je ne parle pas pour l'Inde, je n'aurais pas ce culot ici. Et troisième tendance lourde, les séparations, la fragmentation, c'est aussi très lié au numérique, l'emporte sur ce qui était un peu les solidarités, le vivre ensemble. Donc les flux sont plus forts que les lieux, le privé l'emporte sur le public, et on va y revenir dans chaque cas de figure. Et effectivement, ce qu'on appelle la séparation, qui est aussi en anglais la wallification, prendre le dessus sur des espaces solidaires, ou peut-être auxquels nous avons cru européens, peut-être en donnant une vision un peu trop utopique de ce qu'était la condition urbaine. Urbanization is a very central theme for me, and as Luso has said, globalization is urbanization. So technology is very important, flows are very important, and the fact that flows prevail over places. Flows are more important and stronger than places. There are different kinds of flows. There could be ideological flows with respect to religion, for example. There can be cultural flows. There is an intellectual who said that, who spoke about the geography of flows. So this is an important phenomenon. So three important things for me. One is that flows prevail over places, and flows can be migratory or financial. This is not going to change because of the connectivity that we have. The second important point is that privatization, private spaces will be more important than public. Privatization of practices, this modifies relations between the government and the people. And today we are seeing in some countries the state is focusing more on security and control. So another dominant trend is solidarity. So this is the other area that we can look at. Voilà, donc ça c'était le premier cadrage qui consiste à dire, je parle en européen, on nous dit toute la journée la mondialisation c'est fini, Monsieur Trump a décidé de fermer les frontières commerciales, je dis je pense avec des gens comme vous, non, la question de la mondialisation il faut la réouvrir de manière très radicale et en mettant en avant cette question de l'urbanisation, surtout dans des pays comme les vôtres, comme la Chine, comme voilà. Donc je ne sais pas si à ce moment-là on peut déjà... Et dans un deuxième temps, je vais essayer de décrire plus finement ce que sont les critères de l'urbanisation tels qu'on peut l'avoir à notre manière. Voilà. This was the first theme that I wanted to present to you. As a European, I'm always told that globalization has ended. Mr. Trump has closed all the commercial borders and globalization has come to an end. But we need to reopen this discussion on globalization and talk about it because globalization is also urbanization, and this has a very big place in countries like India and China. And I will come later to the criteria for urbanization. Thanks for putting up such a large canvas. So I'm not sure how I can engage in this conversation, but maybe we can try to think of these 4 or 5 themes you have raised in terms of whether they are part of the debate maybe about Indian urbanization or the pathways that Indian urbanization is taking. And so I'm a bit improvising because I need to think about what you've been saying, but I would say that it's very clear, and I might be corrected when we open it up for questions, that in India it's clear that urbanization is one of the major aspects of a structural transformation that is ongoing. So the realization, or if you want, the acknowledgement that urbanization is structurally, fundamentally transforming what is ongoing in terms of social changes, economic transformation is not something that is under the radar. It's very much part of the larger debate. And I do believe, at least that is what I think, is that in terms of public policy or imagination, as you were saying, I agree with you that the urban is also a narrative, an idea of what we want to become and what we want to be. Urbanization is going hand in hand with the opening of the Indian economy and the globalization. So these are phenomena that are accompanying each other. In a sense, urbanization
follows globalization, precedes globalization in a sense, and embodies globalization in the Indian context. So I am not too sure that there is in India the perception that India is going to close down and that urbanization is something which is going to go on side by side. I think these are phenomena that are going together. And on the 5 points, I think these are very structural changes that go along urbanization, and I agree with you that these are, I think, debated questions, some of them more debated than others in the Indian context, and bringing back what is important for understanding the urban changes. The first one is about digital. I think the debate about the impact of digitalization and digital on the cities is something that is coming up. And I would say in the Indian context, maybe we can respond to that in the question, is also the importance of how it's going to transform the city governance and how it will connect to the people on the ground, taking into consideration that Indian cities are very unequal and that you would have access to internet, access to phone is becoming rather widespread, but the use of this digital tool is very unequal. For instance, there are many studies showing that even though there is digital literacy, women are using, for instance, these tools much less than men. They are using different instruments. In terms of governance, I think there is a huge challenge about how digital will be used. Will it be used, for instance, to control the population, or mostly to create high premium spaces, if you want? Which means high premium spaces that will be connected to this larger connected world, but which will be disconnected from territories. So I think there is a strong concern about how digital will actually increase the connection with territories or disconnect. There are other issues about positive points. I think there's been lots of discussion about it a tool to increase access to markets, in particularly to connect the rural to the urban, and for instance, to connect agriculture to agricultural markets to the cities. So I think there's also an ongoing debate. I think there is a looming debate on which some people in this room have been working on, and I think it will be nice if we at some time are able to discuss it, is the impact on the structure of labor and structure of work, and what will the numeric revolution and artificial intelligence, which is the next structural change, will affect the nature of jobs in the Indian context, which is growth, but with a lot of underemployment. So I think this is also a very key question. So I think this is very much part of the debate of what is the future of the urban. About floor and territories, I think, yes, we chose this. All of you got the invitation for today, and we kind of were thinking about what could we put to illustrate this talk. And we wanted something a bit abstract in a sense, because your positioning is really a large positioning and a large canvas. And we chose this image of Delhi. I guess you all recognize Delhi in this image. So it shows that even if we talk about flows, I think we still need to think a bit more about how we unpack the relationship between flows and territories. And we've been doing some work collectively on what we have called subaltern urbanization. Some of you know about it, which is about small town. And we have a whole section called Cities of Network and Network of Cities, because these two are connected. I mean, the manner in which flows are created are still anchored very strongly in territories. And the territories, territory is not a word that is used so much in Anglo-Saxon terms and Anglo-Saxon territory, but space, as you were saying. Space and flows are connected in very complex ways. And how flows, you are saying that flows is actually trumping, in a sense, space and trumping territories. But I think we need to think much more about how territories contribute to the nature of these flows. And this is also a larger discussion on the idea of specificity of space. Each city is singular, each city is unique, each city has its own territories, its own culture, its own urban condition in a sense, and how these very singular spaces are able to create these global flows.
So I think in India this is in discussion because a lot of the public policies or discourse has been about the connection of these large agglomeration cities to the outside world. And I think there is much more to try to uncover and understand about Indian urbanization, about how other spaces which are often not studied or not often looked at or not often visited by scholars actually also connect in other forms of globalization. There might be much more, a low-tech urbanization, or low-tech globalization that is also a different set of flows. So I think it opens up a lot of questions that are also important for Indian urbanization. The fourth large transformation, public versus private, of course, is a debate everywhere in the world. And I think the private sector has been strongly benefiting in some sense from globalization in India, whether we look at the question of sector of health, education, but at the same time, the retreat of the state is still not very much acknowledged as such, I think, and I think it's something that we need to put up much more strongly when we discuss about Indian urbanization, because very few people are aware of the fact that looking at the kind of demographic growth in India, the number of public servants per city or per type of services is much lower than it should be. So this retreat of the state has not been discussed sufficiently enough, and I think I agree with you that how the state is able to regulate, to work, to coordinate with the private sector that is there to stay and will not disappear suddenly by an invisible hand in some way, is also something which is highly debated in India. And the question of solidarity fragmentation is the core issue of what is a city, what is a social contract. The social contract is key to the urban condition. I think we would agree on this. And it's very clear that social contracts everywhere in the world are in shambles or being reconfigured. And in the Indian context, this question you're raising about what is the future of solidarity in cities is very key, because Indian cities have become more exclusive in many ways. There are different ways to look at it. Some people have worked on cities not welcoming migrants, and therefore expansion of peripheries with very informal settlements, because people are not able to come and settle down in the city. About the cessation of the rich. This is a very important debate also for Indian cities with large condominium, which are also somehow promoted in some sense by this worldwide imaginary of architecture and of what it is to have a good quality of life and good quality of housing. So these are very important questions. And I think in the Indian context, they are most probably even more urgent in some sense, because we know that half of the Indian urbanization built up is not yet built. So what we know is that we are not in a context similar to the European context, where of course there is a little bit of expansion in the rural areas, what we call mitage. I don't know what would be mitage in the, you kind of, people have secondary houses, so you eat a little bit, people want to go back a little bit to peri-urban areas, so you take away the commons, the nature and the environmental commons. But in India, we know that 50% of the urban is going to be built in the next 30 years. So this question of how do you make a common living, a common city, without also with some promotion of social inclusion and respect of the environment, which I think is also a very important question, because the disappearance of the commons that were a form of property and a form of management of resources in India very strongly is also highly disappearing. So I think all the topics you have kind of highlighted resonates very clearly with the Indian context, maybe differently in some sense with nuances, but they are the key questions for anybody looking at cities and urbanization. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait une question tout de suite liée à ça, je peux avancer sur urbanité, urbanisation, mais peut-être que quelqu'un veut rebondir. Are there any questions before we move on? We don't have a walking mic. Et bien sûr, sur les
Réflexion passionnante de Marie-Hélène. This so that you don't have to move the microphone back and forth. You can keep the microphone with Olivier. Ah, okay, right, okay. Logistics. Yes. Ah, d'accord. Dans ce cas, je reviens assez vite au problème de l'urbanité, mais nous allons dire valeur urbaine. Pour un Européen, il y a la tendance à croire qu'effectivement, l'urbanité était une histoire liée à la ville européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je rappelle quand même que le concept d'urbanisation, il est très récent, fin 19e siècle. Urbanization, c'est Zérah à Barcelone. Donc on dit urbanisation, on dit urbanie, on dit bon, c'est des notions qui sont extrêmement récentes. Il n'y avait pas d'urbaniste avant, il n'y avait pas... Bon. Qu'est-ce que voulait dire urbanisation pour Zérah à Barcelone, ville où aujourd'hui il y a des mouvements urbains très importants, hein, même qui vont très loin, parce qu'il y a eu des incendies ces derniers week-ends. De manière intéressante, pour Zérah, l'urbanisation, modèle qu'on va retrouver ailleurs, c'est uniquement partager des risques, se donner les moyens de partager des risques ensemble et de mutualiser les services. C'est très simple. Vous voyez bien que là, pour Zérah, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle, nous, à la française, l'État-providence. La ville, au fond, est un petit État-providence. La ville devrait être un petit État-providence. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des risques. Donc ça veut dire que l'urbain, ce sont des risques. Et deux, ce sont des services pour permettre de répondre aux risques. Le premier service, c'est les transports et le logement. Tout de suite, c'est logement, transport. Enfin, j'insiste là-dessus pour dire, aujourd'hui, on pleure tous après l'urbanité. C'est une affaire, l'urbanisation, c'est une réflexion récente. It's a recent reflection. I mean, A recent but concept, it's, yeah. this, urbanity, is constructed the word urbs. It comes from the Latin and from the Roman. Okay. And for them, the urbs was the center of the city. The center where the political, the spirit of the city was there, the wild part of the city. So it was an ideal of, a place where, the decisions, the spirituality, the living together was there. So that, I guess it comes from this. Non, c'est tout à fait juste. Urbanisation. Maybe she needs to translate so that people can understand what Nicola is c'est très fighting juste. but So we're moving on to talk about urbanity, which is really urban values. And for a European, this is something very linked to European cities. But the term urbanization is a fairly recent concept. It was only in the 19th century that Zérah in Barcelona spoke about the concept of urbanization. And it's a recent concept, and for him, what is urbanization? It is basically a model that allows us to create the ability to share risk, to create the ability to share risks and to share services. So there was no imaginary or no narrative related to it. It was basically the state which was a provider, providential state, and it was basically having services to solve the risks that there were. So for example, transport, housing, these were all provided by the states to take care of the risks that there were. Tout à fait d'accord avec votre réflexion, mais en allant même plus loin, en sortant un peu du contexte européen, à Rome, bon, et n'oublions pas que les Italiens, c'est quand même ceux qu'on réfléchit le plus, parce que l'Italie est un pays à ville, la France est un pays à État, ça c'est déjà autre chose. Les Italiens, c'est ceux qui ont le mieux réfléchi. Le grand penseur de l'architecture, c'est un dénommé Alberti, qu'il faut lire et relire, qui est extraordinaire, une grammaire de l'architecture, parce qu'Alberti, son problème, l'architecture doit instituer de l'humain. C'est-à-dire, en construisant, je fais que je vais être plus humain que, effectivement, en n'étant pas dans une maison telle qu'il la conçoit. Je m'arrête là-dessus pour dire aussi, si je ne suis pas trop long, qu'on découvre aussi aujourd'hui que la réflexion sur l'architecture, sur l'urbanisme, elle existait dans les pays ottomans. Vous avez un très très grand penseur de l'urbanisme qui s'appelle Sinan. Vous avez un grand penseur du Maghreb, pour moi est un très grand penseur, qu'on redécouvre en Europe aujourd'hui, qui s'appelle Ibn Khaldun, qui a réfléchi sur le problème de la ville au XIIe, XIIIe siècle, c'est un des fondateurs de la géographie. On a énormément de matériel pour réfléchir sur ces questions-là, donc je ne vais pas y insister, mais c'est pour dire qu'il faut se réapproprier des réflexions qui ne sont pas qu'européennes.
Bon, et quand on a eu la chance, comme moi, de visiter quelques-uns de vos monuments indiens qui puisent dans des architectures mogholes, iraniennes, arabes, etc., on voit très bien que ce n'est pas les Européens qui ont inventé le métier d'architecte. Hein, voilà, je m'arrêterai juste là-dessus. C'est pour dire qu'il y a un très gros travail à faire aujourd'hui qui commence à être fait sur un peu quels sont les ressorts de ces valeurs urbaines et qui ne sont pas que des valeurs qui seraient nées en Europe, quel que soit le génie d'Alberti, etc. Là, il y a un très gros travail qui nous ramène aussi, je serai beaucoup plus rapide, je peux y revenir après, bien entendu à la question de la démocratie, puisque ça nous ramène à la Grèce et non pas à Rome, c'est-à-dire à la question de... la naissance de la philosophie va de pair avec un peu la question de l'architecture, il ne faut jamais oublier. D'un mot, je dirais, moi qui suis philosophe de formation, qui enseigne en école d'architecture, un architecte, il fait un tout avec des morceaux, un urbaniste, il fait un tout avec des morceaux, et un penseur, quand il pense un peu, il essaie de faire un tout avec des morceaux. Et l'humanité contemporaine, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait avec des morceaux? C'est la question qui est devant nous, qu'on soit en Inde ou en... Donc voilà, c'est une réflexion légère sur l'urbanité, excusez-moi d'être trop long, c'est juste pour dire que vous avez autant à puiser dans la réflexion, je ne dis pas ça démagogiquement, c'est clair, vous avez beaucoup à puiser dans ce que sont les ressorts de l'urbanité, quand on voit ce que sont des monuments qui deviennent des monuments pour touristes, mais c'est pareil partout. So to go further and to get out of the European context, because we say that Italy is a country of cities and France is a country of the state. There was a very famous Italian architect called Alberti who wrote about the grammar of architecture, a person whose works we must absolutely read. He said that architectural creations make humans more human. And there are many other urbanist thinkers, for example, Sinan, and in the Maghreb region also, there's another very famous thinker. So there's a lot that's been written about cities, which is not just European. If you just look at some of the Indian monuments, they have been inspired by Mughal and Arab architecture. So it wasn't that architecture was something that was invented in Europe. And urbanity or urban values are not just European, despite there having been Alberti. So if you look at the birth of philosophy, and I am a philosopher by training, architects, they try and take different pieces or segments and try and make a whole with them. So do urbanists or who are the town planners, they take various segments and make a whole, and the philosopher as well. So we really have to think about urban values from a broader perspective. And when we see all the monuments, we can get a good idea about how it is a widespread phenomenon. Donc, sauf si des questions. Bon, je passe à l'urbanisation, si vous en êtes d'accord. Je vais essayer de dégager des critères et rapidement, vous pouvez rebondir quand vous voulez. I could just add one or two things to what you were saying. I think the kind of examples you were giving are extremely interesting because I think when we think about the contemporary urbanization process in India, we tend to, in fact, not take too much into account the vernacular urbanization or the vernacular values that exist. And just two examples came to my mind listening to you. First is, of course, you were mentioning some thinkers who have been coming from other places of the world, and I was just thinking that's what we were discussing also around lunchtime, is for instance the specificity of temple towns in South India, which are very clearly a very important form of urbanization in South of India around the temple, which structure the morphology of the city, the functionality of the city, the manner in which groups also inhabit the city, and which institute the city both in its material form and its spiritual form in some sense. So there are many ways of thinking of the cities differently from the West. And I'm also thinking about, for instance, because you were talking about monuments, and I think a lot of the debates also today is about what is a city. Some cities are becoming almost museum cities, and what is the place of heritage in the contemporary world. And for instance,
the tradition of Indian heritage has been to use and reuse monuments in some sense, not to freeze them in time. And this is also very important to understand practices around the urban. For instance, if we talk about Notre Dame and all the debate we've been having in France around whether we should rebuild the arrow of Notre Dame or not rebuild the arrow of Notre Dame, is very interesting because in vernacular architecture in India, there's been always a tradition to reuse the material, to rebuild, to transform a monument according to time. And this also means it's very different practices on the ground, and this is important to understand how urbanization is actually being constructed and how the fact of being urban is being thought of by its inhabitants. But this was just a reflection based on what you were saying. En lisant des textes sur l'Inde, c'est vrai qu'en français, on se pose toujours la question de savoir pourquoi, je pense que Nehru, je dis peut-être des bêtises, est allé chercher Le Corbusier pour créer Chandigarh. Donc il y avait une idée de la modernisation qui passait par effectivement ce type d'architecture. Je ne parle pas de l'architecture de Chandigarh, je ne connais pas, mais ce type de pratique un peu urbanistique qui était celle de Le Corbusier, qui est très critiquable chez nous. Effectivement, c'est celle dont on ne veut plus aujourd'hui. C'est des programmes, Chandigarh c'est autre chose, hein, je sais, mais il y avait quand même l'idée d'aller chercher Le Corbusier, qui avait une vision très fonctionnaliste du programme urbain. Alors, Le Corbusier a fait à peu près des... Je connais un peu l'Amérique latine, il a fait à peu près des plans pour toutes les capitales sud-américaines après la colonisation. Donc il y avait un côté, effectivement, qui était un côté je suis là pour résoudre tous vos problèmes. Après, je crois avoir compris que Chandigarh n'est pas tout à fait le modèle qui a été appliqué dans le reste de l'Inde. Quelques remarques maintenant sur... essayons de préciser ce concept là aussi globalement d'urbanisation. Est-ce que je peux avant... traduire cela peut-être? Oui, excusez-moi. So when we read about India, we often ask ourselves the question why Nehru had to go and look for Le Corbusier to build Chandigarh, because Corbusier's architecture, which was considered modern, is these are urbanistic practices that are criticized a lot in Europe, and we don't really want anything that he has to offer. He has a very functional vision of the city, and he built plans for all the capitals in Latin America, and was almost as if he was saying, I'm here to solve all your problems. Merci. Je voudrais juste prendre des critères, et comme ça, ça permet de rebondir, mais je crois qu'on a déjà trouvé beaucoup d'éléments. Sur l'urbanisation, la première chose, c'est une évidence pour vous tous, vous les maîtrisez mieux que moi, les chiffres, c'est les chiffres. Au début du XXe siècle, on a 8% de la population mondiale urbanisée. On va arriver à plus de 70% en 2060. Bon, je ne rentre pas dans le débat sur les chiffres, qui est complexe, etc. Mais en gros, vous voyez, comme disait l'anthropologue Lévi-Strauss, vous voyez la vitesse anthropologique. Ce qu'il faut comprendre dans les chiffres, c'est à quelle vitesse ça s'est passé, cette urbanisation. Une ville européenne, elle a mis 4-5 siècles pour se faire. Elle a de la durabilité. Aujourd'hui, on a une urbanisation qui est, et ça c'est pas depuis 5-6 ans, on a une vitesse d'urbanisation, moi je pense, on disait qu'on ne voit plus trop les anthropologues, mais qui font une mutation anthropologique radicale. On n'a jamais vécu, à l'échelle de l'humanité, des transformations dans le rapport à l'espace aussi fortes. Je donne qu'un chiffre, puisque c'est dans le livre là, qui est écrit il y a 5 ans. En 1 heure, il y a 25 personnes de plus à Lagos. Je ne savais pas que je serais là aujourd'hui. 50 à Delhi, à mon avis, il y en a beaucoup plus. Et 60 à Manille, etc. Je pourrais donner des tonnes de chiffres comme ça. Ce que je veux, c'est faire comprendre, mais vous le savez aussi bien que moi, ce que veut dire que cette espèce de vitesse. Juste une petite anecdote. Lévi-Strauss, bien connu, qui a écrit Triste Tropique, qui travaillait en Amazonie, dans les tribus amazoniennes. Il a été chargé de fonder à Sao Paulo, par la France, un centre un peu comme celui-ci, hein, un grand centre de sciences humaines en 1934. Il crée un grand centre de sciences humaines. À l'époque, il y a 2,5 millions d'habitants à Sao Paulo. Vous, il y a des vaches dans la rue, j'allais dire. Ici, ça ne surprend pas. Mais à Sao Paulo, ça montre la ruralisation à l'intérieur de la ville. Et lui, ce qui est très intéressant, et je m'arrête, l'anthropologue, quelqu'un qui sent les petites sociétés, hein, et l'équilibre des sociétés, il dit,
ça ne peut pas tenir très longtemps. Moi, je connais bien Sao Paulo, vous voyez bien que c'est une ville qui ne tient pas, c'est clair. Et donc, aujourd'hui, 25 millions d'habitants. Hein, j'insiste juste, c'est le premier point, c'est la vitesse de l'urbanisation, qui a des effets anthropologiques dont je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure. Voilà, c'est... So we talk about the criteria for urbanization, and one thing which is very evident, of course, are the numbers. In the beginning of the 20th century, only 8% of humanity was living in cities, whereas it's going to be 70% by 2050. So you can see the speed at which these anthropological changes have taken place, and the urbanization has taken place at such speed. A European city could have taken 4 to 5 centuries to be built and created. These are sustainable cities. But we can see the speed at which these space-related changes are happening. Every hour, 25 more people come to live in Lagos. 50 more people come to live in Delhi every hour, maybe more. And 60 in Manila every hour, new people that come to live there. So we can see the speed with this is happening is also referred to Sao Paulo, which was in 1934 a fairly rural kind of a city, but today it has about 25 million inhabitants. So the speed of urbanization is something that we want to focus on. Deuxième critique, deuxième critère, c'est ce qu'on appelle, ce que Michel Lusseau, qui dirige un gros institut d'urbanisme à Lyon, en France, appelle l'urbain généralisé. Il y a des gens qui n'acceptent pas cette expression, l'urbain généralisé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'urbain généralisé? Ça veut dire que les effets de l'urbanisation touchent tous les territoires, qu'ils soient construits ou pas construits. Hein? Et ça, les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Aujourd'hui, si vous connaissez le Brésil, je ne parle pas pour l'Inde, il y a ce qu'on appelle la déforestation. Elle est bien sûr produite par les producteurs, mais elle est aussi, c'est un effet de l'urbanisation, dont les effets polluants, dont les effets sur le plan écologique négatifs affectent tous les territoires. On parle beaucoup partout, déforestation, désertification. Je pense que je crois savoir que c'est des questions. Alors c'est vrai qu'à propos de l'Inde, et là je me tournerai vers vous, les chercheurs nous disent toujours « Ah, mais l'Inde, nous avons encore 50% de ruraux ». C'est vrai, quand on regarde les chiffres, même par rapport à la Chine, l'Inde a énormément, une ruralité. Alors ce qui fait, alors vous allez me dire, peut-être que l'Inde peut inventer un nouveau modèle de ruralité face à cette urbanisation. Moi je dis simplement, attention, la ruralité elle-même, elle est déjà urbanisée. Sur le plan d'ailleurs de la construction, comme sur le plan des effets. Et la ruralité, ben, c'est un lieu commun quand on lit sur l'Inde, elle produit elle-même de la pollution. C'est-à-dire, vous le savez mieux que moi, on m'a dit déjà 15 fois que la pollution à New Delhi, ça vient aussi en partie des brûlis, des champs, etc. Voilà, on sait très bien qu'au Brésil, vous lisez ça tous les jours, hein, depuis, c'est pas uniquement le nouveau président de la République qui est à l'origine de ça, la déforestation, elle est permanente. Donc, deuxième point, urbain généralisé, c'est le problème écologique fondamental. Le monde, il est interdépendant. Le réchauffement climatique, tous les problèmes que découvrent les Européens. Le monde est fini, au sens de la finitude. Et le problème, comment on y répond, c'est le problème de chacun différemment dans son territoire. Il n'y a pas des territoires vierges. Excusez-moi. The second criteria, and Michel Lusseau, who works in Lyon in an institute related to urbanization, spoke of this, and he talks about the generalized urbanization or widespread urbanization, which has an impact on all territories, whether they are urban territories which are built up or non-built up regions as well. If you look at the deforestation that is happening in Brazil, that is an example of this. It has an ecological impact. It has the pollution that it causes, which has an impact on cities. There's desertification that is happening. Today, researchers say that 50% of India's population lives in the villages, perhaps more than the Chinese equivalent. So can India invent a new form of urbanization? But what I want to say is that rurality is already urban. There is already, the rural areas also have some kind of urbanization happening over there. And rurality produces pollution as well. You can see near Delhi, I'm told that the pollution in New Delhi is because of the fields
that are being burnt in Haryana, etc. So we know that the rural areas are producing pollution, which is impacting the cities. The same in Brazil, and the new president of Brazil is not the only reason why deforestation is happening in Brazil. So climate change is also having an impact, and I think what we can say now, there is no virgin territory that is left. Yeah, I prefer because it's very dense and you have a lot of ideas, and if I don't respond or converse with you, and I have, then it's becoming difficult for me as well. But I just have to say that I cannot agree more with a lot of things you've been saying, and the numbers are staggering, and the case of India shows that we have to take very seriously the question of the urban condition in the world. I mean, you were giving the numbers at the beginning of the century, and I'm not very good with numbers, but I have one or two here. And in 2011, Indian urban population was around 370 million, but in 2050, it's supposed to reach to 800 million. So China, Nigeria, and India are going to be the three major additions to the urban world. And today, the Indian population, yes, India is maybe rural at 50%, and I'll come back to this because this is something we can question because numbers always hide the reasoning of numbers lies in the details, but actually this is 10% of the urban population of the world. So in terms of absolute number, this is a massive and important phenomenon to study. I agree with that. And I also totally agree, and I think you've been kind of dealing with that urbanization is people moving, and it's also people growing in the place where they are. And in India, despite the large debate on cities being invaded by migrants, actually the numbers, and we've been arguing this with other colleagues, that the numbers of migration are not that major as compared to China. This is most probably a major difference with the Chinese form of urbanization. And in fact, natural growth rate of cities is important for large cities. And there is also very much an urbanization which is happening in situ. And this is exactly what you came to by talking about generalized urbanization. And I'm quite happy you quoted Michel Rousseau, because in India we are much more, I would say, ensconced, I think that's a word, right? Ensconced into Anglo-Saxon debates and Anglo-Saxon academic debates. And the large debate right now is about planetary urbanization, which is very much in resonance with the idea of generalized urbanization. And this idea that, yes, urbanization is touching everywhere, and the work we've been doing with some of my colleagues on suburban urbanization or urbanization in situ, where we look at the manner in which rural areas and villages are urbanizing in India is very important. So I don't want to flood everybody with numbers, but we've written about this, and the fact that urban growth in the last 10-15 years in India has happened in what is called census towns, which are actually villages governed rural with a rural administration, but which have had large growth in terms of population and economic transformation. And this is one area where urbanization is taking place, and this is an evidence of the fact that urbanization is multifaceted, is a very proteiform ways of changing the world. But the question, I think, which is really important, if we all agree that urbanization is generalized, that urban practices are penetrating the countryside, that people in rural areas have urban aspirations, is whether urbanization can be equated with the city. And this is a very important question, because you can have very urban practices, urban economy in some sense, but with the idea of the city, there is also the idea of a form of economy, and an economy that produces some capital to be reinvested, a form of accumulation, and a form of emancipation. And the idea of generalized urban is talking mostly about the territory, the morphology, the changes of consumption pattern. But what does it mean in terms of the urban values that you were talking about before? Does it mean that it's linked to some form of social emancipation, for instance, for women or for discriminated groups? Not necessarily. At least it is an open question. So what would be a rural modernity or a hybrid modernity, hybrid urban-rural modernity?
this is a question that is very much open. And urbanization is touching all the territories, but we've been having a debate here with some colleagues about urbanization in Bihar, which is one of the poorest states of India. And some of our colleagues argue that it remains very rural in terms of its economy because it's a kind of survival economy. I don't know if survival is really the right term, but subsistence economy in a sense. While we tend to argue it's shifting towards an urban economy, but at the core of defining what is urban, even though practices could be urban, built up might be urban, is also what kind of economy sustain these territories. So I think these are two very important questions to kind of qualify a phenomena that we all agree on, which is this generalized urbanization, and that we believe in here in the Center for Policy Research is very clearly something we've been arguing. And we have numbers and we have been some work that shows that if you look at a similar definition of urban that you can use in India and China, in fact China and India are as urbanized, even though in our mind, in our imaginary of what is urban, China is much more urbanized than India. So these are just to add to the discussion about what is that generalized urbanization in terms of also politics in some sense. Merci beaucoup. Un troisième critère, ce que je serai très rapide, mais qui est important ici en Asie, on oublie très souvent, c'est le caractère maritime de la mondialisation urbaine, de la mondialisation d'ailleurs. J'ai dit des mots sur l'économie, mais l'économie n'est pas en voie de disparition, c'est des échanges. Je rappelle simplement, pour être bien clair, quand je dis maritime, vous le savez certainement aussi bien que moi, mais il faut essayer de comprendre tout ce que ça implique, surtout qu'on est près de la Chine, etc. C'est 95% des échanges commerciaux en fret sont maritimes. Hein, c'est pas l'avion qui fait la... C'est le bateau. Le bateau, pour cause, le bateau, il n'a pas trop de frontières. Il avance de mer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ouragans, etc. C'est-à-dire que le caractère maritime de la mondialisation est très important. Il est double. C'est le maritime bateau, mais c'est aussi la navigation Internet. Pourquoi est-ce qu'on dit que les gens d'Internet sont des navigateurs? Je vous laisse la réflexion. Nous sommes dans un monde de navigateurs. So the third criteria, and this is very important in Asia, is the maritime nature of globalization. When we talk about economic globalization, we talk about exchanges, we talk about trade. And if you know that 95% of the trade that takes place in the world, the freight, the transport of these goods happens through the maritime channels by boat. So the maritime nature of globalization is very important. We also talk about navigation on the internet. So it is really a world of navigators that we are living in today. Et en plus, ça pose des questions, j'imagine, dans le rapport Chine-Inde, très importante, et ce n'est pas que le débat sur les routes de la soie. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, avec du Brésil à la Chine, le développement urbain se fait à moins de 100 km des côtes. C'est-à-dire que nous avons 60% de la population mondiale qui est à moins de 100 km des côtes. C'est toute la contradiction du Brésil d'avoir voulu rapporter la capitale au centre, Brasilia, où on retrouve d'ailleurs les mêmes architectes que pour Chandigarh. On a voulu... et en fait, le développement se fait toujours sur le côtier pour 1000 raisons, à commencer par, effectivement, le fret maritime. Si vous regardez la Chine, c'est toujours des urbanisations bipolaires, hein, c'est-à-dire un port, une ville capitale, un port, une ville capitale. Pareil pour le Brésil, hein, qui n'a rien à voir avec la Chine en termes de développement. Mais j'insiste là-dessus, non pas contre l'Inde, mais l'Inde a justement un développement qui, si je ne dis pas de bêtises, il y a un Bombay, bien sûr, il y a Mumbai, mais... Hein, oui, je sais. Mais ce que j'appelle bien, pour être politique, la puissance indienne est certainement très terrestre par rapport au maritime. Non, c'est plus une question. Enfin, je voulais insister sur le caractère maritime. If we talk about trade between China and India, there was the Silk Route, of course, we can talk about. But whether you look at Brazil to China, across the world, urban development is taking place within 100 kilometers from the coast. So 60% of the population of the world lives within 100 kilometers
from the coast. So that is where development is taking place, and the fact that goods are being transported through the maritime route, the freight is through the maritime route, that is one of the main reasons for it. In China, you can see on the coast, one port, one capital. Similarly, in Brazil, India has Bombay, Chennai. But I believe that perhaps India's strengths are more land-based than maritime. On pourra y revenir. Après, ça doit être le quatrième critère, mais j'ai déjà évoqué, c'est le numérique. Mais le numérique, il ne pose qu'une seule question. Là, vous avez chacun vos machines. Une seule question, c'est l'accès. Qui a accès, qui n'a pas accès? Et il pose une deuxième question, qui contrôle aussi les données? Je n'insiste pas, c'est des problèmes connus, mais c'est fondamental au moment des débats sur les GAFA et sur le contrôle facial qui arrive, même en France. Nous allons avoir une élection à la ville de Paris pour la mairie. Il y a un candidat qui effectivement dit qu'il fallait effectivement mettre en route le contrôle facial, qui est une question qui pour moi pose des très gros problèmes sur la sécurité, etc. Voilà. Donc, il y a le numérique qui pose la question de l'accès. Une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, le numérique, ça peut être émancipateur ou non. Voilà, juste, j'en dis pas plus, qu'on en a déjà parlé, on pourra y revenir dans la discussion aussi. J'ai pas compris le contrôle facial. Le contrôle facial, c'est que de plus en plus, c'est le contrôle biométrique. Vous avez par Biométrique, exemple, d'accord. je sais qu'il y a un monsieur ici qui connaît la Chine Oui, je bien mieux comprends, que moi d'accord. là-bas. Mais effectivement, ça se situe de plus en plus, effectivement, le contrôle, pas uniquement par des caméras, etc. Le contrôle facial, il est beaucoup plus rapide que le contrôle par rapport à un doigt. Vous pouvez être arrêté dans la rue simplement sur votre visage. On contrôle mieux le visage qu'un doigt. Okay, so the fourth criteria is digital, and all of you have your digital devices with you here. So the question that really arises is a question of access. One question is question of access, who has access to it, and the second is who controls the data. So in Paris, we're going to soon have an election for the mayor, and we have a candidate who wants to promote facial recognition for security purposes. So this, for me, is a concern, because basically they believe that face recognition is more effective than biometrics with the finger. So we have to really see whether digital technology is going to create emancipation and empowerment or not. Merci. Autre point très important, et j'arriverai au dernier point qui est l'informel, la mobilité. Je veux juste rappeler quand même comment on réfléchit sur l'urbanisme en Europe. Pensez à Le Corbusier, Chandigarh. Nous sommes des fonctionnalistes. Qu'est-ce que ça veut dire en urbanisme? C'est-à-dire qu'il y a des fonctions. Des fonctions. Il y a 4 ou 5 fonctions. Si vous êtes un bon urbaniste, vous occupez de la fonction logement, vous occupez de la fonction loisir, vous occupez de la fonction transport, et bien sûr de la fonction travail. Tout ça est découpé. L'État français aujourd'hui, il travaille encore sur un mode fonctionnaliste. Et la plupart des États travaillent sur un mode fonctionnaliste. Ce que je vais dire sans plus commenter, c'est que vous voyez bien, il n'y a qu'une fonction qui porte la mobilité, ce dont on parle quasiment depuis le début. La mobilité aujourd'hui, qui est la question centrale, l'urbain généralisé, c'est ça, c'est aussi les migrations, c'est les mouvements de population. La mobilité, elle traverse toutes les fonctions. Aujourd'hui, je parle pour l'Europe. La mobilité dans le travail. On n'a plus un travail à statut rendu possible par l'État. L'État fonctionnaire est un peu, non pas en voie de disparition, mais fragilisé. Vous avez sur le logement le fait que les gens sont de plus en plus mobiles. Pour donner qu'un exemple, à Paris, vous avez pour chaque couple, vous avez un divorce sur 2 couples. Évidemment, les politiques n'ont pas du tout prévu les logements pour les femmes seules avec enfants, n'ont pas prévu les logements pour familles recomposées. Je ne dis pas que c'est l'avenir du monde, la question n'est pas là. La question, c'est que vous avez aussi une mobilité dans les mœurs qui a des effets sur la manière de se loger, d'aller vers les transports, d'aller vers le travail. Donc la mobilité, elle traverse tous les secteurs. La limite, c'est ça, pour moi, c'est la grande question contemporaine. Et vous voyez bien qu'elle ne traverse pas que la question des transports. C'est-à-dire ce qui était la question des transports, question
spécifique aujourd'hui est la question générale. Hein, la mobilité. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en Europe, au moment où il y a une contraction, on bute sur quoi? Sur le problème des migrations. Notre mobilité nous fait peur, donc effectivement, ce qui est visé, c'est les mobilités qui arrivent de l'extérieur. Let us now talk about about mobility. In Europe, we are functionalists. That means we look at the management of a city from a functional point of view, and we look at 4 or 5 broad sectors, whether they are housing, recreation, transport, work. The French government still works on the basis that these are separate functions that need to be taken care of. But mobility today is a central issue. It kind of goes across all of these sectors. Migration is mobility. Whether you look at the sector for work as well, we are seeing mobility over there. Housing today is more mobile. Today, couples, when they get divorced, then they have to live in different housing. You might have a single mother living with the children or recomposed families living together. So the state has to really think about the impact of all these on housing. So this is a mobility as well. There's mobility in values, and this has an impact on all sectors. So mobility is not just transport. That used to be the specific kind of mobility that we used to think about. But today it's more generalized. And immigration is something that we fear because it is mobility also coming from outside. Non, j'ai terminé sur l'informel, je termine là-dessus, donc je vais reprendre après. Ouais, finissez. Je termine sur l'informel. L'informel, pour un Français, c'est dur à définir parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'urbanistes mettent en cause l'idée même qu'il y a un informel en France. Le problème, c'est que cet informel, il n'est pas visible. Le problème de l'informel, c'est de voir. Si le chercheur ne veut pas voir l'informel, il ne voit pas l'informel. Aujourd'hui, on a une population en France qui relève de l'informel. Alors, est-ce que l'informel, c'est l'illégal ou pas? Je laisse ces débats ouverts, qui sont des débats compliqués. Hein. Je ne suis pas assez compétent. Je voulais juste dire que le problème de l'informel, dans le petit texte que j'ai lu là sur l'Inde, on parle quand même de 60%, une de vos collègues, de 60% d'habitat informel, ici. Et à l'échelle du monde, au niveau africain, on parle jusqu'à 70% d'informel. Des villes comme Kinshasa, en Afrique, l'informel est extrêmement important. On ne parlerait pas donc de l'informel en Afrique. Le problème, c'est les modalités de l'informel et les figures de l'informel. Elles sont différentes. Je donnerai qu'un ou 2 exemples avant de m'arrêter. So my last theme now which I'm going to talk about is the informal sector. For a French person, it's hard to define because it's something that is not really visible. But there is in France a section of the population that is living in informal settlements. So is it illegal? This is a matter for debate. I was reading this book on contemporary India where it says that 60% of the dwellings in India are informal settlements. The same is true also in many African countries like Kinshasa. So what are all the different patterns of the informal sector? This is something to be seen. Je pourrais prendre plusieurs exemples, je vais en prendre 2-3 pour évoquer la Chine. Vous avez un livre très intéressant d'un journaliste canadien, universitaire, qui s'appelle Doug Saunders, qui est en anglais, qui s'appelle Du village à la ville, je ne sais pas si vous connaissez. Il donne beaucoup d'exemples sur l'Inde et il donne des exemples un peu partout dans le monde. Et lui, effectivement, il va dans le sens de tout ce qu'on évoque depuis le début. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il évoque des exemples. L'informel n'est pas vu comme ce serait en France que sur un mode négatif. L'informel, c'est ce qui va permettre à des gens d'entrer dans l'espace urbain, entre guillemets. Voilà. Il donne l'exemple, par exemple, de la Turquie, à l'époque où l'actuel président de la République, Erdogan, était maire d'Istanbul. Effectivement, il avait institué un système où les espaces informels devenaient progressivement des espaces légaux avec tout un système juridique à l'appui. On appelait ça les Gesekundu. Gesekundu, ça veut dire construit la nuit, c'est-à-dire qu'on construisait Mais ces espaces informels que la population s'appropriait, près du fleuve, sont des espaces qui progressivement étaient reconnus juridiquement. Je dis ça surtout, et je m'arrête, après avoir lu des choses très intéressantes sur
dans le texte sur l'urbanisme, dans ce petit livre sur l'Inde contemporaine, fait par M. Jaffrelot, c'est que la personne que vous connaissez bien, qui a écrit l'article, montrait très bien qu'un des problèmes en Inde, c'est qu'on a, d'une certaine manière, dévalorisé l'informel, on n'a pas travaillé dessus, parce qu'on pensait que les politiques publiques, vous l'expliquerez mieux que moi, que les politiques publiques allaient faire le travail de mise en place des logements, de viabilisation du foncier, etc. Donc on a un problème dans ce texte sur l'Inde, que je trouve très intéressant, on n'oserait pas l'écrire comme ça en français, la personne qui a écrit dit « La ville est duel, il y a le formel et l'informel, mais on ne sait pas travailler pour le formel, là je vais très vite, et il y a comme une espèce de mépris de l'informel, et de mépris de l'ancien, ce que j'ai extrêmement trouvé très intéressant. Okay, maybe I just... Oh, sorry. Yeah, yes, sorry. Just being in both language right now. So there's a very interesting book written by a Canadian called Doug Sanders, which is called From the Village to the Town. And he gives many examples in his book about India and other countries as well. Informal is not considered negative as it is in France. It in fact allows people to enter the urban space. And if you look at the example of the current president of Turkey, Mr. Erdogan, when he was mayor, there was the system of nocturnal housing where houses were built at night to avoid being detected by the authorities. But then he progressively legalized these homes. So it was a way of entering the urban space. Also after having read the book by Mr. Jaffrey, I've seen that people are not really working on the informal areas, and the state is supposed to take care of it. So there is really a dual situation in cities where you have formal and informal housing, but we are not really working on the informal housing, and we also have a kind of a disdain for it and look at it in a negative manner. Yeah, just maybe say a few words, and then we can maybe open, since you have put up these 5 criteria that you kind of use to qualify urbanization. So I'm not going to discuss all the points you were mentioning. I just want to go back on the idea of informal. Of course, in India, the informal is highly visible, contrary to the case of France, and it's highly visible, but I think that there are 2 very different positions, and despite the fact that it is a very important share of the Indian cities, whether we talk about labor, whether we talk about housing, whether we talk about practices in some sense, despite this, I think public policies remain very functionalist. If we use the term that you were using, functionalist, the urban planners in India, I often say this and I keep it as my own opinion, I think is often when I meet an urban planner, I'm thinking, oh my God, another urban planner, because urban planners tend to really see the city in fragment, while the traditional city, the way people work, is very much to mix work and living, and this is what we see, and those who have written very, I would say, celebratory pieces on Dharavi is the exemplar of this mixing of work, labor, social practices, urban condition, social conviviality, and this is, I think, public policies in India, that is what I believe, want to erase chaos, because informality is not seen as inventive and creative. It is by a certain set of people, including researchers, people who are engaged in the field, by the people themselves. It's creative, it's inventive. But in terms of public policy and in the mind of decision makers, it's still seen, I think, as messy, chaotic, too political. And I think it's very important for a country like India or for other countries in the global south to really think about how informality can be much more accepted as a way of being urban and of making the urban. And just on the idea that it's a dual city, it's very interesting you were quoting this article by Stéphanie Tawala-Maribal, because I think she's trying to translate for a French audience what is the informal. Because I am pretty sure that she herself would not agree with this idea of a dual city. There is no dual city. I think there's been a lot of work, for instance, just on Delhi, done here in this center called Cities of Delhi, which shows that there are many cities of Delhi.
And the gradient between what is fully informal, what is fully planned, is a much more gray area. So to talk about dual is actually to try to explain what is the informal for an audience that doesn't see the formal. And this is a way to translate. And I think it raises the question about how do we speak to each other when we are trying to talk about a similar phenomenon, which is urbanity, urbanization, when we actually come from very different perspectives and even imaginaries. So I think we need to find these discussions. So I think the informal is a very important aspect. And I guess by talking about the informal, understanding what is informal in cities like Indian cities, for instance, yes, I think could help us to understand what is diversity, even in French cities that we do see as uniform and only crossed by a certain number of fractures, but we forget many other aspects of what can be the urban condition. This is just what I wanted to say. There's much more to say about China and India, but I think from the audience, there will be questions about spatial systems, because I think what you are asking is really about spatial system. The Indian spatial system is complex because it's been historically layered, and it's not been like 20 years moving everybody from the inland to the hinterland to the coast like China. It's much more complex. And on the question of digital, so I think you've highlighted 5 kind of criteria. Maybe we can open it up to the audience if you agree. Juste simplement sur la Chine, je voulais évoquer l'exemple. Vous avez bien entendu le système du UCU, qui est le permis de résidence dans les villes dites métropolitaines, qui vous donne un droit accès aux droits sociaux, école et hôpital. Il y a tout un débat pour savoir. Le UCU, donc, est pour le pouvoir chinois un moyen de contrôler un peu les flux migratoires internes. Le pays est aussi grand qu'ici, vous le savez. Et donc, on a quand même des flux migratoires qui sont contrôlés. Un Français comme moi fera la critique de ce contrôle, en disant c'est un contrôle politique, etc. D'autres personnes disent que c'est un contrôle qui peut être régulateur. J'ouvre la question. Mais le UCU est un exemple extrêmement intéressant de régulation quand même des migrations internes. Mais reste que si vous n'avez pas le permis du UCU, ça a été très modifié récemment, c'est juste pour, je caricature un peu, vous pouviez travailler dans une ville comme Shanghai et ne pas avoir droit aux droits sociaux pour les enfants, école et hôpital. Et le soir, vous êtes obligé de retourner dormir à la périphérie, c'est ce qu'on appelait les migongs. Voilà. Et d'autres connaissent mieux que moi la Chine ici, je ne vais pas en rajouter, mais l'exemple du UCU est très intéressant. Parce que vous avez là quelque chose qui est discutable, mais qui permet de réfléchir sérieusement. Effectivement, comme vous me disiez très bien, en Inde, nous n'avons aucun équivalent de cette question il ne s'agit pas de permettre la circulation, il s'agit de rendre possible une bonne circulation, ce qui est tout à fait autre chose. So I want to give you one example of China. They have something called the hukou, which is a kind of a residence permit, and this gives you the right to certain social privileges like schooling and hospitals. So it is a way of controlling migratory flows, because if people move into a big city and they don't have a hukou, they cannot get education and they cannot get health services for their families. So the French believe this is political control, but some people look at it as a regulatory mechanism for internal migratory flows, and it has been modified recently, so I'm exaggerating a bit just to make a point. But it could happen that if you're working in Shanghai, you don't get education for your children and your no health facilities, and you have to go back to sleep outside at the periphery of the town where the housing is for migrants. So the idea is not to stop flows, but also to have good flows. Et dernière remarque, là, je voulais juste évoquer une formule qui est reprise dans la revue Tous Urbains par un ami aussi vous connaissez, Jacques Donzelot. Il parle à l'échelle mondiale aujourd'hui, mais ça vaut différemment, vous allez voir, pour ici, pour l'Europe, la ville en 3 mouvements. Premier mouvement, c'est monter vers la ville, à travers l'informel. Est-ce que je vais m'intégrer ou pas? Deuxième mouvement, je m'installe dans la ville. Et là, on trouve la question de la connectivité. Est-ce que je vais m'installer dans un espace protégé, dans un espace interconnecté avec d'autres espaces, etc. Et troisième mouvement qui, je pense, n'a pas de sens ici, mais qui en Europe est très important,
c'est le retour à l'espace qui n'est pas rural, mais ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle les néo-urbains. Vous avez donc un mouvement à l'échelle mondiale qui est le plus important, c'est de monter vers la ville. Vous avez le problème de ce qu'on appelle la ville dans la ville, c'est-à-dire c'est la connectivité. Et vous avez déjà le problème de la sortie de la ville que vous avez en Amérique latine partout. Quand vous habitez Sao Paulo, plus vite vous pouvez sortir, vous sortez. Voilà, et donc c'est très intéressant, c'est de comprendre ces trois mouvements. Et évidemment, ça ne se passe pas de la même manière ici ou ailleurs. Voilà, bon, c'est juste, ça donne une figuration de ce qui est en jeu aujourd'hui. Et si on a le temps, après, j'évoquerai juste très vite les scénarios un peu en cours pour bien comprendre ce que c'est que la ville, ce qu'on appelle la ville globale, c'est la ville interconnectée. From Tous Urbains, from this book of my friend Jacques, he speaks about three movements of the city. The first is getting to the city and perhaps living in an informal settlement initially. Then you get settled in the city and you get into a protected space which is interconnected. And the third movement, which is perhaps not so relevant in India, is the neo-urbans who return back to the rural areas, who want to get back out of the city. And I will perhaps look at some scenarios about the globalized city. I just want to say that the model of Jacques Monzlo, the three steps that you were mentioning, might not be relevant everywhere, because I think in India the big discussion is about circular migration. It's very difficult to measure migration, but many people come to the city, will work for 6 months, go back, they will come for 2 months, they go back. So it's really about the question of flows that you were starting with in the beginning. It's very important to understand the nature of flows and the fact that they can be both temporary and permanent in a sense, according to how we look at them in time and in space. Très bien. Pour finir, avant de prendre d'autres questions sur l'imaginaire, mais je ne sais pas si on aura le temps, je voudrais juste évoquer, dans le livre j'évoque, mais avec d'autres, hein, je ne prétends à aucune originalité, 8 scénarios. Mais les 3 scénarios principaux sont ceux-ci. On est dans un monde, donc, comme je l'ai dit, avec tous les critères, où la question de la mise en réseau est fondamentale. Donc on a ce qui est aujourd'hui, à mon avis, le moteur d'un certain nombre d'urbanisations très très fortes, qui peuvent être d'ailleurs aller avec des traditions très classiques, hein, religieuses ou autres, on le voit dans les... Vous avez ce que moi j'appelle avec d'autres la ville insulaire, la ville contractée, qui est au fond la ville interconnectée avec les autres villes interconnectées qui ne se préoccupent pas de son environnement proche. C'est une ville coupée de son contexte, donc décontextualisée. Dans le mot décontextualisé, vous avez texte, c'est-à-dire sans rapport au patrimoine, sans rapport aux traditions, sans rapport à l'histoire. Vous avez donc des villes, alors le modèle pour moi, qui est le modèle en Chine, et le modèle de toutes les agences européennes aujourd'hui, d'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, nous, Européens, nous vendons de l'urbanisme chez vous. Je pourrais vous donner plein d'exemples, même d'amis architectes urbanistes, qui en France font beaucoup dans le social, mais qui vendent n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais bon, vendent ce qu'ils ne vendraient pas en France. C'est le modèle de la ville. Le modèle, c'est Singapour. Le modèle, un peu partout, dans les agences américaines, françaises, c'est Singapour. Singapour, il y a 3 mots qui comptent. Global, vert, connecté. Donc vous avez compris aussi que la ville écologique, elle peut être globale, elle peut... et je n'ai rien contre, c'est que le contraire, mais c'est un très gros problème. Vous voyez bien qu'il manque à Singapour un mot qui est démocratique. Et c'est le modèle aujourd'hui qui fonctionne, c'est la ville insulaire, interconnectée, c'est le premier ou deuxième port, vous le savez, de porte-container au monde, enfin bon, vous connaissez aussi bien que moi. Singapour, après, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir tous les exemples de petits ou de grands Singapour. Vous avez bien sûr les Émirats, vous avez Dubaï, vous avez Abu Dhabi, c'est très important de ce qui se joue dans les Émirats, sur tout ça, on pourra en parler. Vous avez le modèle de la vieille cité-État, contractée, repliée sur elle-même, qui est insulaire. Au fond, on est encore dans le maritime, c'est l'insularité. Donc vous avez, c'est le premier scénario, et je pourrais donner plein d'exemples, et si vous m'autorisez, il faut bien savoir que ce scénario, vous pouvez l'avoir dans une ville. Quelque part, c'est une question que je pose, je suis passé hier devant, en revenant du sud. Bourgogne, moi je croyais que c'était une cité résidentielle.
hein, un peu spécial. Bon, on voit très bien que d'une certaine manière, c'est une espèce d'îlot de connectivité très forte près de l'aéroport. Vous avez tous les hôtels, vous avez tous les services. Hein. C'est un petit Dubaï qui est effectivement dans New Delhi déjà, etc. Vous avez le Caire, qui est une ville que je connais bien. Vous avez un projet, le Caire 2050, qui est fait, qui s'appelle Dubaï sur le Nil. C'est-à-dire qu'on prend les îles, etc. C'est des projets, c'est des professionnels, etc. Mais portés par l'État, portés par le président Sisi. Au fond, il s'agit de créer un îlot dans la ville déjà existante. Hein. Ça, c'est donc c'est ce que j'appelle le projet de la ville séparée, limitée. Limitée au sens, elle a des frontières. Elle est interconnectée avec les autres villes équivalentes et elle est coupée de son environnement. Elle n'a pas de contexte. Ça, c'est le premier scénario. Je serai plus rapide pour les deux autres. In my book, I talk about 8 different scenarios or patterns of urbanization. I'm going to talk about 3 of them just now. Networking is very important and a driver of some of the traditional urbanization that we have seen. We can talk about the insular city, which is turned inwards and not really interested in what's happening around it. We have connected cities which are also not concerned about their immediate environment. They are decontextualized. In the word decontextualized, we have the word text, which means it's really not got anything to do with its heritage or traditions or its history. And we have examples like Singapore, where the 3 main words to describe it are global, green, and connected. So a global city can also be ecological and green. But what is missing in the keywords here is democracy. And then you have examples of cities like Dubai and Abu Dhabi in the Emirates. Today, Gurgaon, which is basically a residential city, is like a little island within or close to Delhi. It has its own connectivity, it's close to the airport, it has hotels, it has all the services. It's like a small Dubai near Delhi. There is a program called Cairo 2050, which basically tries to make Cairo like Dubai on the Nile. And they want to create an island within the city. And so it's all interconnected, that's what is important, but not contextualized. Bon, très vite, vous avez compris, là on a le modèle de la ville contractée, limitée. L'autre modèle, qui est très important, je prends 2 exemples, Johannesburg, Sao Paulo, 30 millions d'habitants. Je ne pense pas que ça marche pour Delhi. C'est la ville, moi j'appelle avec d'autres la ville pieuvre. C'est la ville qui bouge, la ville en mouvement, la ville qui se déplie, se replie. C'est un mouvement de dépli-repli. Alors que la ville contractée, Dubaï, c'est repli. Repli avec les autres. Donc on a un mouvement repli-dépli là, qui est la ville pieuvre, qui est la ville. Est-ce que c'est le cas de Delhi? Donc quand on est dans le nouveau Delhi ici, on a l'impression d'être effectivement dans une ville où tout va bien, où il y a encore les jardins, les parcs de nos amis anglais, etc. Bon, je ne pose pas de questions là-dessus. Mumbai, pour connaître un peu, on voit très bien que Mumbai serait déjà plus proche avec un phénomène. Bon. Et bien sûr que le 3e scénario, ben, c'est celui auquel on veut croire, nous, en Europe. C'est pour ça qu'on n'a jamais autant employé le mot métropole. La métropole, ça serait la ville qui pourra avoir de la connectivité avec l'extérieur et qui en même temps n'est pas décontextualisée. C'est-à-dire qui recontextualise et qui met en valeur toutes les vitesses urbaines, qui arrive à les mettre en relation. Est-ce utopique, pas utopique? Nous avons des débats sur les métropoles, mais ce débat, qui n'ont pas, à mon avis, grand-chose à voir avec peut-être le débat ici sur la métropole, mais ce débat sur la métropole, au fond, il consiste à dire, utopiquement, est-ce que nous pouvons réassocier des vitesses qui sont aujourd'hui en voie de dissociation? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Voilà. Donc, vous voyez, on a la ville illimitée, beaucoup en Amérique latine, qui sont des villes dures, Sao Paulo, bon, on a, où la pauvreté aussi est très forte, mais qui sont des villes après qui ont des fonctionnements dans l'imaginaire très différents. Vous avez par exemple vous avez du festif, comme ici vous avez du religieux. Le carnaval, c'est pas n'importe quoi pour tenir le coup à Sao Paulo. Hein. Bon, je m'arrête là-dessus. Vous avez après du culturel, vous avez de l'imaginaire. Bon. Donc vous avez la ville pieuvre, extension, illimitée, pas illimitée. Il faut savoir que l'aéroport de Sao Paulo, il y a 3h30 de la ville, on a essayé de le rénover.
j'ai oublié le nom, impossible de le rénover. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à des situations urbaines chaotiques telles que la rénovation d'un aéroport n'est pas possible. Donc on l'a déplacé dans une ville à 100 km au nord, et ça n'a pas marché. Bon. Donc la ville pieuvre, la ville contractée, Singapour, et ben voilà, là, facile, l'idéal métropolitain en France. Le mot métropole, on ne l'utilisait pas il y a 8 ans. Hein, c'est un mot qui est devenu là. C'est celui qui va faire interagir toutes les modalités urbaines à l'intérieur de la ville et avec les autres villes, nationales, transnationales, etc. Voilà, pour dire que les scénarios, ils partent dans ces sens. Et qu'ici même, dans la même ville, vous pouvez très bien avoir de l'illimité, incontrôlable, du chaotique, avoir du bourg-gaon et avoir une militance métropolitaine, j'imagine, chez les chercheurs. Voilà, excusez-moi, je termine sur ces 3 scénarios. Donc on a évoqué le premier et les 2 autres. We spoke about 3 models. One is the cities which are turned in towards themselves. They're very insular. They're not looking outside. The second was the cities which are connected and are completely decontextualized, which don't really look at their heritage and their culture, etc. And then you have the third model, which is the metropolises. The metropolises are basically models which are using connectivity to bring together different elements of the urbanization, and they're creating relations and connections within all the segments of the city, but also with other cities and within the country and outside. So the word metropolises was not even there 8 years ago. It's a very recent term. So we've seen the contracted model, and then you have these very sprawling cities like Johannesburg and Sao Paulo, which have about 30 million people. They're like an octopus. They're continuously moving, just the opposite of a city like Dubai, which is more contracted. And if you look at Sao Paulo, they had tried to renovate the airport and modernize the airport, but it was very difficult. It's 3.5 hours away from the city, and it was almost impossible a task to do because of the impact it would have. So they had to move it to 100 kilometers away from the city, which wasn't really very successful.